Les responsables syndicaux du commerce m'ont demandé d'aller voir un petit peu, d'une part au bazar de l'hôtel de ville, mais aussi à la Samaritaine, ce qu'il en était. Alors, la Samaritaine était donc un des grands magasins parisiens, puisque, hormis celui-ci, il y avait quasiment à égalité, d'ailleurs, les Galeries Lafayette et le Printemps, peut-être le Printemps avec une dominante. Une entreprise familiale, comme beaucoup, mais alors encore plus familiale que le Printemps ou les Galeries. C'était la famille, je ne me rappelle plus qui tenait la baraque, qui avait au 6e étage une exposition sur le premier patron qui, dans un parapluie, vendait des foulards et qui était arrivé au summum qui était l'entreprise de 4500 salariés. Donc, un paternalisme considérable. Alors, il y avait une certaine égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Mais les femmes étant majoritaires à la vente, elles étaient égalitées, etc. Parmi les femmes, il y avait la démonstration, avec 90% de femmes dans la démonstration. Si ce mouvement a eu autant d'écho, notamment dans les grands magasins et au printemps, parce qu'il y était, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait 7000 salariés à temps complet, contre 450 personnels de démonstration. Ce que l'on appelle la démonstration, c'est ce personnel qui est derrière un stand et qui représente une marque. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. Il n'y a plus que 600 salariés à temps complet contre 3100 personnes extérieures. C'est quand même un gros problème pour mener les luttes. Et donc, je me suis retrouvé tournante avec une équipe d'une centaine ou 150 personnes avec un micro qui appelait le personnel à l'action, etc. Mais 150 personnes, pas dans l'indifférence, dans l'intérêt, mais pas dans la participation des gens. Et après 2 jours de tournage comme ça dans différents services, la direction a décrété à 5 heures du soir ou 6 heures du soir qu'on allait fermer les portes. Et nous, on a dit, ben non, on ne ferme pas les portes, on occupe l'entreprise. Première nécessité, parler au personnel, parce qu'il y avait une hostilité. La direction a envoyé ses petits cadres chez Fayot, etc., 3 jours après pour exiger la réouverture de l'entreprise. Ils avaient fermé le soir, mais ils pensaient que 3 jours après, on allait pouvoir ouvrir. Là, il a fallu prendre la parole dans la rue. Alors qu'on prenait la parole aux étages. Là, on allait prendre la parole dans la rue. Et progressivement, en ayant comme exigence de faire le point tous les 2-3 jours, ce qui n'était pas évident compte tenu des difficultés de transport, eh bien, il y a eu une maturation du personnel, à tel point que je disais par dérision presque, qu'ils voulaient poursuivre la grève, alors que nous, on considérait à un certain moment que l'on était allé au bout de ce que l'on pouvait acquérir. Je me rappelle à la cantine, où la CFDT proposait d'avoir sur le toit un drapeau rouge et un drapeau noir, et nous proposant un drapeau bleu, blanc, rouge et un drapeau rouge, dans la mesure où ça nous paraissait beaucoup plus significatif de notre démarche, mais aussi beaucoup plus rassembleur que ces propositions de la CFDT. Je me rappelle d'un monoprix à la gauche. Les filles venaient en disant « vous voudriez bien faire grève, mais on ne sait pas comment s'y prendre ». Et il fallait trouver un taxi, trouver un truc, trouver un mec à moto qui nous amène pour aller voir la direction avec le personnel et dire ben oui, mais ça y est. Moi je me rappelle du patron qui nous disait mesdames, vous débarrassez le matériel devant la porte, et moi lui répondre avec le soutien du personnel, ah non, 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 c'est pas mesdames qui rentrent le matériel devant la porte, c'est vous qui les rentrez parce qu'on est en grève. Et vous auriez vu le plaisir dans les yeux de ces femmes qui avaient été exploitées pendant des années de voir leur taulier en train de rentrer le matériel. C'est la seule fois que j'ai pas vu. Du jaune. Ça manque de jaune. 1068 a en France notamment particulièrement fait évoluer un certain nombre de questions sociétales, quelques-unes qui sont plus importantes que les autres, notamment avec certes la création de l'AMF, mais surtout le vote de la loi Veil en 1975. Et je pense que tous ces mouvements-là, c'est des héritages de mai 68. Donc, dans ces conditions,
Je pense aussi qu'il faut qu'on tienne compte du fait que la bourgeoisie a très largement, le capital, a très largement récupéré les acquis de mai 1968. Sur le plan sociétal d'abord, mais surtout sur le plan de renforcement des formes d'exploitation et de l'exploitation telle qu'elle. Il faut regarder effectivement mai 68 dans la durée, pas simplement comme l'événement d'un mois de mai où il faisait beau. Nous étions jeunes et beaux, enfin bon, voilà. Mais dans la durée. Or, il y a quand même une chose importante. Mai 68, la réponse est une réponse par la relance de la consommation. Après les grèves de mai 68 et le constat de Grenelle, l'économie française va connaître en 1969 un choc salutaire au niveau des embauches, des salaires et de la production. Ceci étant, quand Baden-Baden m'a su et tout ce qui s'est passé, je dis que, attention, le danger était là. Si on était tombé dans le piège, c'était une répression. Donc, la question qui nous est posée, parce qu'elle se repose aujourd'hui dans des conditions évidemment différentes, c'est finalement la question stratégique. Quel objectif se fixent les forces sociales qui veulent changer la société? Je partage assez ce qu'a dit Michel sur les enjeux d'aujourd'hui. Je veux dire que la question de l'empreinte de 68 me paraît tout à fait importante à examiner, mais à condition de ne pas oublier que nous sommes 50 ans après et que la France n'est plus la même, que les rapports de force ne sont plus les mêmes, n'existent pas, dans certains cas. Nous bénéficions en 68 de conditions singulièrement différentes, avec des moyens dont disposait la CGT, avec des adhérents, et avec une base de réflexion et de projet qui nous permettait aussi de dépasser simplement l'immédiat, le court terme. Et après 68, bon, on a eu des repos supplémentaires, on a eu un temps de jour, enfin, il y a eu pas mal d'acquis. La création des sections syndicales. Parce qu'avant 68, on distribuait à la porte, à l'entrée, et après 68, il y a eu la section syndicale, on distribuait dans les services, et on avait des heures de liberté, etc. Mais ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu aller plus loin pour changer la société, quoi, je dirais. Mais ça, je crois qu'on a eu un manque de solidarité avec les étudiants et autres. La grève de 68, telle qu'on la menait, a imposé à la direction un état d'esprit un peu différent vis-à-vis de nous, au point, je cite ça, qu'on a obtenu à partir de 71 des cours de français pendant les heures de travail pour les jeunes qui suivaient les cours de brevet professionnel mais qui n'étaient pas bons en français, qu'on a étendu à des cours de français pour tout le monde, ceux qui voulaient pendant les heures de travail, des conférences sur le roman français, des conférences sur la poésie pendant le temps de travail. À la fusion, tout ça a disparu, car la nouvelle direction nous a dit on n'est pas une université populaire. Vincennes, en gros, c'est la loi de Garfort qui a décidé de réformer, de modifier l'enseignement supérieur, et singulièrement avec des universités expérimentales. Il y avait là-dedans quelque chose de séduisant a priori, et qui prenait en compte des exigences de la lutte et du mouvement, c'est l'ouverture de l'université à des non-bacheliers, salariés non-bacheliers. Et il y avait en même temps un autre objectif pour Garfort et le gouvernement de l'époque, c'était il vaut mieux prendre Vincennes parce que comme ça les gauchistes iront et on sera tranquille à Paris. Il y avait ces deux aspects complémentaires. Donc, à un moment donné, la question avant l'ouverture, c'est-à-dire en octobre 69, septembre-octobre 69, la question s'est posée de savoir comment on peut faire quelque chose, notamment pour populariser et valider les objectifs de Vincennes. Ceux de ces universitaires-là, pas simplement de Garfort. Alors donc, on s'est trouvé confronté à deux questions. Comment convaincre les militants
pour qu'ils puissent eux-mêmes jouer les VRP pour le recrutement chez les salariés non bacheliers. Et puis, comment être présent dans l'université pour jouer notre rôle dans ce domaine-là. Et notamment le rapport, le fond de la culture et le lien avec la formation. Donc on s'est trouvé désigné au conseil de gestion et on a eu quelques milliers d'inscriptions. Alors évidemment là-dedans il y avait des inscriptions un peu plus militantes que destinées à suivre des cours, mais ces militants-là se sont pris au jeu, entre guillemets, ils ont suivi les cours, ils sont passés d'une discipline à l'autre, ils ont passé leurs unités de valeur, ils ont eu des diplômes, et ils sont devenus, c'est dommage parce qu'on aurait pu en inviter là, qui un architecte, qui un professeur d'économie, etc., etc. On se retrouve, hein. Moi j'ai des amis de syndiqués de chez moi, de cette époque-là. Les plus vieux amis que j'ai encore de cette époque-là, je les ai connus en 1960. Et tu vois, quand on a fait mes 75 ans, je les avais invités, on a fait une bonne Java. Mes 80 ans, on a fait une bonne Java. Si je fais les 85, on fera peut-être la Java, mais maintenant, il faut y aller. Hein.